14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors ça va peut-être en étonner certains d'entre vous, mais moi aussi quand j'avais 16-17 ans, j'étais plutôt complexée, j'étais persuadée que j'étais pas très jolie. Alors j'avoue que lorsque je vois des photos de ma carrière passée, je me moque gentiment de moi. À présent, tout va bien, je me sens bien dans ma peau et j'ai pas peur non plus des années qui passent. Mais c'est pas le cas pour la plupart d'entre nous et surtout pour la plupart des femmes. Avec Hélène Vecchiali, nous allons évoquer notre image. Pourquoi tant de femmes ne sont pas en paix avec leur physique? Comment l'aimer justement, son image? Alors ça passe souvent par une réconciliation avec l'estime de soi et la photographie peut parfois servir de thérapie. En tout cas, c'est un livre sur ce sujet qui m'a donné l'idée de faire cette émission. On va évoquer ce physique qu'on ne peut guère changer, c'est sûr. Et si vous avez du mal avec votre physique, eh bien c'est le moment de venir nous en parler. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Hélène Vecchiali, bonjour. Vous êtes psychanalyste et autrice de nombreux ouvrages, notamment Bienvenue en thérapie aux éditions Larousse. Alors vous avez vu, j'ai fait un effort de coiffure pour que mon image soit à la hauteur. Mais vous êtes toujours superbe. Oh, c'est gentil, merci. Non mais première question, est-ce que donc dans ce livre Bienvenue en thérapie, vous racontez différentes histoires de thérapie justement, et c'est un joli livre pour comprendre ce qui se joue justement en thérapie. Mais est-ce que des gens viennent parce qu'ils sont complexés de leur physique pour Non, c'est jamais la porte d'entrée d'une thérapie. En revanche, effectivement, dans mon livre Bienvenue en thérapie, il y a une histoire en particulier qui pourrait parler aujourd'hui aux auditeurs et aux auditrices. C'est une jeune fille qui est atteinte d'anorexie mentale. Et là, on est aussi dans comment le corps peut parler, comment le corps peut hurler des choses qui nous concernent. Mais pour reprendre votre question, non, les personnes ne viennent pas en psychanalyse parce qu'elles se sentent mal dans leur corps. Ça peut apparaître effectivement au cours de la psychanalyse. Et c'est là qu'on voit ce que Dolto a traité, c'est la différence entre le schéma corporel et l'image inconsciente du corps. Le schéma corporel, c'est notre corps anatomique, c'est la réalité objective de notre corps. Et l'image inconsciente du corps, eh bien, c'est la façon dont on se perçoit, c'est notre vision de nous-mêmes. Et généralement, ces deux notions sont rarement identiques, c'est-à-dire la réalité et ce qu'on imagine de cette réalité. Et pour les femmes, eh bien, c'est souvent à notre détriment. C'est-à-dire que c'est assez spectaculaire de voir qu'on a souvent une mauvaise image de nous-mêmes. Oui, les chiffres sont catastrophiques. Plus de 50% des femmes n'aiment pas leur image, n'aiment pas leur physique. Alors je disais que c'était ces 2 livres, je vous les montre. C'est aux éditions Erol, les deux. Ça, c'est un livre qui s'appelle Photographie thérapeutique et photothérapie. Et Élodie Sueur-Monsener, qui en est l'auteur, parle justement de l'estime de soi, que ça a à voir avec l'estime de soi. Et elle explique comment faire des photos peut nous améliorer dans notre capacité à nous trouver jolis. Qu'est-ce que vous en diriez, vous, justement ? Je pense que c'est une bonne initiative, c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut les deux, c'est-à-dire passer par l'extérieur pour avoir une réflexion, mais on ne peut pas se priver de passer par l'intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, les femmes, lorsqu'on se regarde dans une glace, contrairement aux hommes, bien évidemment, quand on fait des généralités, il y a toujours des exceptions, mais nous, les femmes, quand on se regarde dans une glace, notre regard passe par 2 filtres. C'est-à-dire qu'on se regarde, nous, pour nous-mêmes, on regarde qu'est-ce que moi je pense de ce corps-là, et ensuite, on se questionne, qu'est-ce que l'autre penserait de moi ? Et en particulier, qu'est-ce qu'un homme penserait de mon corps ? Et on voit bien que, en passant par ces 2 filtres, généralement ni l'un ni l'autre de filtre ne nous satisfait. Et c'est toujours, par exemple, j'ai relevé moi aussi des statistiques sur le poids. C'est assez spectaculaire. 72% des femmes ne sont pas satisfaites de leur poids.
60% s'estiment trop grosses et 12% s'estiment trop maigres. Donc 72%, c'est énorme. Hein. Bah oui, c'est... Voilà. Et pour ce qui est de la beauté, 23% seulement se trouvent toujours ou souvent belles. Donc on a dans tous les cas vraiment... Et on n'a pas les chiffres sur les hommes parce que ça, c'est surtout les magazines féminins qui font ces enquêtes-là. Mais je suis sûre que sur les hommes, on a, j'ai envie de dire, on a au moins 60% d'hommes qui sont à peu près tranquilles avec leur image. Oui, même quand ils ont un petit ventre, parce que ça les dérange pas. Ça les dérange pas. Et puis ils ont l'impression qu'au contraire, ça, ils se bonifient avec un petit ventre. C'est la bouée d'amour. Hein, voilà, d'ailleurs. On voit les termes. Hein, ils sont très positifs. Voilà. Hein. Donc oui, c'est vrai que nous, on a... Et aussi, ce qui est quand même spectaculaire, c'est que nous, les femmes, on vise un idéal de nous-mêmes qui a été conceptualisé par des hommes. C'est-à-dire que les mannequins, les critères de 90, 60, 90, tout ça, ça a été édicté par des hommes, des experts, de purs inconnus, d'ailleurs. Mais c'est entretenu par tous les magazines féminins. Et c'est entretenu... Qui sont donc tenus par des femmes. Hein. Voilà. Et des magazines féminins qui nous mettent, nous les femmes, dans des doubles contraintes, puisque ces magazines féminins sont des pures doubles contraintes. C'est-à-dire, dans un même magazine féminin, et certains de haute gamme, on va avoir des articles sur la libération des femmes, pas céder au code, être fier de son corps, l'arborer avec fierté. Et à côté, comment perdre du poids, comment perdre sa cellulite, c'est bientôt l'été, faites attention à vous, mangez uniquement des feuilles de salade et vous verrez, ça ira mieux. Donc c'est énorme. Et puis moi, j'ai une colère énorme contre tous les articles qui viennent nous parler de la cellulite, sans doute parce que j'en ai, mais surtout aussi parce que la cellulite, c'est un caractère sexuel féminin. C'est-à-dire que si on est femme, on a de la cellulite. Donc, décréter qu'il faut à tout prix combattre la cellulite, c'est des hommes qui ont décrété ça. Donc, puisque on doit nous enlever un caractère sexuel secondaire qui est la cellulite, moi je propose qu'en parallèle, les hommes se fassent gommer la pomme d'Adam, qui a un caractère sexuel secondaire masculin. À ce moment-là, je veux bien perdre ma cellulite si eux font ça. Oui, mais alors là, vous êtes sincèrement, moi, je vais défendre les hommes. Les hommes, s'ils sont amoureux d'une femme, ils en ont rien à foutre qu'elle ait de la cellulite. Les hommes, oui, mais ils nous, sont on le sait pas, plus. ça. Mais moi, je le sais, mais c'est pour ça que je leur dis. Oui. Je leur dis aux femmes. Non, mais les hommes sont beaucoup plus indulgents avec nos corps que nous ne sommes nous-mêmes. Donc c'est une sorte de tyrannie entre femmes. Ça doit s'appeler la sororité. Oui, enfin ça, je suis pas d'accord parce que je suis pas d'accord parce que les femmes le relaient. Je suis d'accord, mais au départ les critères c'est des hommes. Il n'y a pas une femme qui a dit attention, la cellulite c'est pas bien. C'est tous les hommes qui sont dans l'esthétique, dans la chirurgie esthétique, etc. Oui, mais c'est une catégorie d'hommes, c'est pas tous les hommes. Mais non, c'est ceux qui ont réussi à faire entendre une voix qui est la cellulite c'est moche. Souffrez pour perdre votre cellulite. Oui, mais c'est quand même quelques hommes. Et puis moi, je crois aussi que ce qui est important, et je l'ai vécu personnellement, puisque mon père ne m'a jamais dit que j'étais mignonne ou jolie. Je pense que la manière dont le père va parler à sa petite fille, ça joue beaucoup. Moi, j'ai eu des copines qui étaient franchement plutôt moins bien que moi, hein, j'ose le dire. Mais alors leur père les avait portées au nu, elles se trouvaient magnifiques. Hein. Alors c'est à double tranchant, parce que pour ma part, j'ai été portée au nu comme étant la plus belle petite fille, jeune fille, femme de la planète. C'est vrai. Merci beaucoup. Mais au moment où on vieillit, c'est compliqué. Ah oui. Et oui, parce que moi je le savais pas. Enfin, d'ailleurs, je sais toujours pas si j'ai été jolie, pas jolie. Enfin, c'était pas mon sujet, mais vraiment, moi je pensais que toutes les femmes étaient jolies et qu'on me disait ça parce que c'était sympathique. Mais au moment où je me rends compte que je vieillis, que j'ai des rides, que ça s'affaisse un peu, etc. C'est là où je réalise qu'effectivement j'ai peut-être été jolie, mais que ça se dégrade. En revanche,
J'ai une amie d'enfance qui a jamais été très jolie, qui était très grosse, et qui me dit, mais contrairement à toi, moi j'ai aucun problème pour vieillir, parce que on m'a jamais porté au nu, donc ça change rien au film. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a il y a toujours le balancier, la part des choses. Ouais, oui. ouais. Bon, on va voir ce qu'il nous raconte. Les hommes, vous pouvez évidemment vous aussi intervenir, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont complexés avec leur image. On en parle avec vous, et puis j'ai un autre livre que je vous présente aussi. On en reparlera peut-être sur ces fameuses photos de nu. C'est un livre toujours aux éditions Erol, La photo de nu, et c'est un très beau livre pour faire de magnifiques photos de nu, parce que ça peut aussi aider une femme d'avoir peut-être dans un endroit de son appartement une magnifique photo d'elle. Ça peut l'aider peut-être à se sentir mieux. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Hélène Vecchiali et on parle aujourd'hui de notre image, de notre physique. Et c'est Marie qui nous rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Bonjour Marie. Alors allez-y, racontez-nous. Écoutez, moi j'ai été une adolescente très complexée. J'avais un papa, comme vous disiez, qui m'a toujours beaucoup complimenté. Une maman elle-même très complexée, je pense que j'ai un peu hérité de ça. Je ne me trouvais vraiment pas jolie. Malgré un papa qui vous complimentait. Ouais. Alors... Et finalement je me trouvais banale en fait. Je trouvais ça presque encore pire, c'est-à-dire je n'attirais aucun regard pour moi, bien sûr. Et donc j'ai grandi, aujourd'hui j'ai 36 ans. J'ai pris des kilos de grossesse une première fois, puis une deuxième fois pour une grossesse gémellaire. Ça a été très difficile au début, et il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidée finalement. Déjà la première, j'ai la chance d'avoir un mari qui a toujours porté sur moi un regard extrêmement bienveillant, qui a toujours essayé de m'aider à m'accepter et qui me regarde avec beaucoup d'amour. Ça aide. Ah oui, non mais vraiment c'est la chose principale, clairement. Oui, et sans puis, doute, sans doute. Pour beaucoup de femmes, c'est la chose principale. Le regard de son homme peut tout à fait, à un moment donné, rassurer, oui. Bien sûr. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai eu une déformation au niveau de la poitrine suite à mes grossesses. Et donc j'ai fait une chirurgie que moi je qualifierais presque de reconstructrice, avec finalement retrouver ma poitrine d'avant, c'est-à-dire j'ai pas une plus grosse poitrine ou quoi que ce soit, avec une graisse qui a été prise un petit peu au niveau des hanches, là où ça me gênait. Et je pense que ça a été un ensemble de tout, parce que je ne suis pas du tout à la base adepte de la chirurgie, je compte pas en refaire. Non, mais là c'est réparatrice, c'est pas, en tout cas, psychologiquement, c'est pas la même chose. Voilà. Et aujourd'hui, je regarde le passé avec... je me dis, mais quel dommage finalement de pas avoir... de m'être vue comme ça. Et je dirais pas que je me trouve jolie, parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, je m'accepte et je me dis, j'ai le corps que j'ai, je suis handicapée, donc j'ai aussi des signes physiques de handicap. Mais je sais pas comment dire, ça me... Vous êtes en paix. Je me dis... Oui, voilà, c'est exactement ça. Vous êtes accepté, et je crois que c'est le message formidable que vous passez tout en début d'émission, parce qu'au fond, on est ce qu'on est, et la seule chose qu'on peut faire, c'est s'accepter. Alors c'est facile à dire, mais visiblement, c'est ce que vous avez su faire. C'est certainement pas ce que savent faire tout le monde. Seule, hein. Je suis suivie par un psychiatre pour d'autres choses aussi, mais finalement, on a travaillé sur ça aussi. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous accepter, justement? Qu'est-ce que vous diriez? J'arrive pas encore à mettre des mots exacts, mis à part ces deux choses vraiment factuelles. Je pense que c'est le regard de mes enfants aussi, tout simplement. Et puis moi, de me dire, mais arrête un petit peu, il y a plus grave dans la vie. Tu as une vie que tu aimes. Là, si vous me disiez de changer quelque chose dans ma vie en claquant des doigts, je suis pas sûre que je pourrais vous répondre immédiatement. Et tout ça me fait dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas plus grave dans la vie? Est-ce que tu veux pas tout simplement profiter?
Et puis pas regarder ces petits bourrelets, ces petites rides. Alors après les petites rides, moi j'avoue que vieillir, je pense que en même temps que je vous parle... À 36 ans, vieillir, c'est pas d'actualité là. On en reparlera dans 20 ans. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu ma meilleure amie il y a 2 ans, de manière très brutale. Et je me dis aujourd'hui, même si je suis pas encore vieille, on va dire, que j'ai de la chance de vieillir. Oui, vous avez appris à relativiser aussi. Hein. Donc ça, c'est précieux. On sent que vous avez réussi à faire à la fois un travail extérieur et un travail intérieur. C'est-à-dire vous avez pu changer ce qui pouvait être changé en réparant votre poitrine. Et puis par ailleurs, intérieurement, vous avez fait le travail de vous réconcilier avec vous-même, de vous accepter, de repérer que votre mari et vos enfants vous regardent avec admiration et aiment ce que vous êtes. Et tout ça a fait un bon cocktail pour continuer à aller de l'avant beaucoup mieux, quoi. C'est exactement ça. Et oui, et du coup, on voit votre beauté intérieure. Voilà. C'est gentil. Et c'est ce qui est plus important pour moi aujourd'hui, en fait, c'est d'être en accord avec ce que je veux être intérieurement déjà. Oui, bien sûr, mais de toute façon, moi, c'est ce que je dis souvent, peut-être qu'on va être attiré par quelqu'un grâce à son physique, mais on reste pas avec quelqu'un pour son physique, on reste avec quelqu'un pour ce qu'il est, de toute façon. Oui, c'est vrai que nous les femmes, on devrait bien plus écouter les hommes, parce que un homme, s'il voit une femme très très belle, comme vient de le dire Brigitte, et il fait la différence entre une femme très très belle objectivement et une femme qu'il va désirer, et c'est souvent pas la même. Hein. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai même tendance à dire à mon mari, oh regarde cette femme comme elle est belle. Je sais que on va regarder tous les deux, elle est belle, mais j'ai pas de jalousie. Non, parce qu'il en changerait pour rien au monde. Oui. Et ça non, mais vous l'avez dit et vous le sentez et on n'en doute pas. Et puis c'est mais parce que à un moment donné, on s'attache à quelqu'un pas pour son physique. Oui, c'est exactement ça. Mais même si je ne suis pas en train de nier que quand on est une jolie femme, on a forcément plus de soupirants que quand on n'est pas très belle. Je veux dire, mais c'est pas la beauté qui va permettre de garder un homme. Oui, et puis quelquefois c'est une singularité. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais à la fac, j'avais une copine qui avait des jambes en X, mais vraiment quelque chose qui nous jeunes filles de l'époque, on trouvait, enfin on se disait la pauvre. Et un jour elle part en vacances, elle revient et elle nous raconte qu'elle a rencontré un homme, que c'était extraordinaire. D'ailleurs elle s'est mariée avec lui, elle a eu des enfants. Et elle dit, il trouve que j'ai des jambes magnifiques. Et nous, on était très jeunes, on n'a rien dit parce que moi j'étais en tout cas déjà bienveillante, heureusement, mais alors moi-même, je me suis dit, waouh, mais comment ça se fait ? Enfin, ça a été un grand sujet pour moi, positif d'ailleurs au bout du compte, de réflexion, parce que cet homme avait adoré ses jambes. Oui, c'est sûr, on n'a pas les mêmes critères en tout cas. Oui, c'est quelque chose qui l'avait ému, alors que nous, objectivement, on se disait la pauvre. Et lui, subjectivement, il s'est dit, enfin, il a eu un coup de cœur pour cette femme et en particulier pour ses jambes. Donc, on ne peut pas savoir ce qui se passe au cœur du désir de l'autre. Là où vous avez raison, Hélène Vecchiali, c'est que les jeunes femmes au collège sont redoutables entre elles. Hein. Nous, on n'avait rien dit Non, j'ai bien précisé. On avait été très gentils. Vous étiez exceptionnelle alors, parce que moi, je peux vous dire que j'en ai entendu des réflexions sur mes seins quand j'étais au collège, que c'était pas beau, etc. Donc, non, les filles entre elles sont redoutables aussi. Hein, faut pas croire. Oui, là, c'était pas le cas, mais enfin, en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, on n'est pas au cœur du désir des hommes et que, heureusement, pour toutes les femmes et heureusement pour tous les hommes, c'est pas le critère de la beauté qui fonctionne. Hein.
D'ailleurs, il nous arrive souvent, enfin, et vous et moi, j'imagine, de rencontrer, de voir des couples, et puis de voir un homme très très beau avec une femme très laide, et inversement, une femme très laide avec un homme très beau, et on est à chaque fois subjugué, et voilà, ça prouve que ça n'a rien à voir, tout ça n'a rien à voir avec la beauté. En tout cas, merci beaucoup Marie de ce message et qui sera certainement positif pour certaines qui nous écoutent. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Je vous propose action-réaction. Aujourd'hui, avec Hélène Vecchiali, nous abordons la question de notre image. Comment se sentir bien avec son aspect physique? Venez participer à l'émission, appelez-nous au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Hélène Vecchiali, je vous propose action-réaction parce qu'en effet toute action provoque une réaction et c'est vrai dans la relation. Si vous souriez à quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne aura plutôt tendance à avoir envie de vous sourire. Si vous parlez plus fort en face, on va aussi hausser le ton. Et donc dans ce Love Conseil, je voudrais vous faire prendre conscience de la différence qu'il y a entre l'action et la réaction. Agir, c'est positif dans un couple si vous êtes positif, mais c'est négatif d'agir si vous le faites de manière négative, notamment par exemple en critiquant. Donc pensez à agir au lieu de réagir, ce qui fait que votre partenaire sera peut-être à même aussi à réagir et donc à sortir d'une forme de passivité qui s'installe vite dans un couple. Donc c'est important de prendre des initiatives, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on a remarqué que dans la vie, les gens qui sont actifs sont toujours plus appréciés que les gens qui sont passifs. Je prends note, Brigitte. Mais vous êtes d'accord avec ça? Complètement. Donc dans un couple, il ne faut pas être celui qui va suivre. Il faut de temps en temps être dans l'action. Philippe, bonjour, merci d'être avec nous, Philippe. Oui, bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Alors, comment vous trouvez, vous, Philippe? Puisqu'on en a un homme, on va lui demander. Alors, moi, je me trouve très bien. C'est-à-dire que je dépassais ce phénomène. J'ai 66 ans. Donc, comme beaucoup d'hommes de cet âge-là, petit ventre, petite ride qui commence à apparaître à droite à gauche. Mais je crois que ce n'est simplement que l'apparence extérieure. Et est-ce que vous perdez vos cheveux? Parce que ça, je sais que pour beaucoup d'hommes, c'est un complexe. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas plutôt l'inverse. Ma coiffeuse me dit que j'ai énormément de vitalité de ce côté-là. Donc, c'est un bon avantage. Ah oui, vous savez, on dit plutôt que c'est les hommes qui ont trop de testostérone qui deviennent chauves. Alors, c'est votre coiffeuse, elle n'y connaît rien. Dans ce cas-là... Mais bon, après, ça, vous savez, c'est des on-dit. Je ne crois pas que ce soit... Exactement. Non. J'ai la chance d'avoir... en tout cas, votre coiffeuse vous drague. Moi, je vous dis juste ça comme ça. Non, la place est prise. Donc voilà. La place est prise. D'accord. Non, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que nous, les hommes, c'est vrai qu'on s'attache peut-être un peu moins à notre physique. On est ce que nous sommes. Ça, c'est sûr. C'est clair que beaucoup... Donc, et puis, en tout cas, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que, en effet, passé 60 ans, si on n'est pas en paix avec son physique, on s'amène des jours malheureux. Exactement. Et il y a une chose aussi, c'est que moi, je vois, par exemple, avec la rencontre de ma compagne qui date simplement de 3 ans, je dirais, c'était pas du tout prévu que je rencontre cette femme-là, et c'est simplement son aura qui m'a attiré chez elle. Ça n'a même pas été son physique. Donc, je crois que ce qui est important aussi, peut-être, de faire comprendre que il y a l'aspect physique, peut-être souvent dans le cadre d'un premier regard, mais il y a aussi surtout ce que la personne allie dans son fort intérieur. Et pour moi, en tant qu'homme, c'est par exemple ce qui va m'attirer le plus. Oui, c'est ce que dégage quelqu'un, c'est pas bien sûr. Exactement. Exactement, c'est ce que la personne dégage, c'est son aura, c'est sa vibration, et ça c'est important. En ce qui me concerne, c'est très important. Et d'ailleurs, si on regarde les grandes stars de cinéma qui ont marqué et qu'on détaille, c'est pas des femmes forcément belles. Marilyn Monroe, c'est pas une beauté irréprochable.
Non, mais par contre, elle avait énormément de présence. Ah, ça c'est sûr. Énormément de présence, énormément de prestance. Je crois que ce qui serait bien, c'est que on fasse clairement la différence entre la beauté et le charme. Et je crois que là, pour le coup, nous les femmes, c'est un point sur lequel on devrait bien réfléchir. C'est pas viser la beauté, mais être consciente de notre charme et de l'alimenter, de le nourrir. Ça peut être un regard, excusez-moi, ça peut être un regard, ça peut être un geste, ça peut être une attitude. Non, mais je qui crois, peut nous attirer, nous, en tant qu'hommes. Je crois surtout, et c'est pour ça que je trouve que la photo peut aider certaines femmes. Je pense que c'est important de trouver sa personnalité et de s'y employer. C'est-à-dire que il faut pas vouloir ressembler aux mannequins qu'on voit dans les magazines féminins. Il faut trouver l'image qu'on a envie de donner de soi, et à partir de ce moment-là, s'habiller en fonction de l'image qu'on a envie de donner, trouver sa marque, si je puis dire. Son style. Il y a une chose aussi qui est importante, Brigitte, on n'en parle pas souvent aussi, c'est que lorsqu'une personne, que ça soit un homme ou une femme, va découvrir le naturisme, et je parle bien du naturisme, à partir de là, vous avez énormément de tabous par rapport au corps qui s'estompent. Oui, oui, ça vous avez raison. Même des personnes complexées qui tout d'un coup s'essayent au naturisme perdent une partie de leur complexe. Vous avez raison. C'est assez. Exactement. Et ça, c'est très important. Donc, c'est aussi de faire comprendre que le naturisme peut aider aussi certaines femmes et certains hommes à dépasser, à avoir un autre regard sur leur propre corps. Et d'ailleurs, je vais même dire que le libertinage, curieusement, il n'y a pas des personnes spécialement belles, et elles sont souvent très à l'aise dans leur corps et n'ont pas tellement de complexes. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là quand on se mêle, si je puis dire, dans un groupe, on dépasse ça. On dépasse ce que nous sommes et on est vraiment dans ce cas-là autant dans sa tête que dans son cœur. Mais peut-être parce que c'est des endroits, c'est des communautés, si je puis dire, où finalement le physique n'est pas très important. On passe au-dessus du physique. Dans le naturisme, oui, complètement. Mais dans le libertinage aussi. Là, je peux pas vous dire. Moi je vous le dis, et je pense que si on a des libertins qui écoutent, il y en aura certainement un qui aura envie de venir témoigner. C'est plus le critère du physique. Le physique, c'est quelque chose finalement de très extérieur au fond. Regarder quelqu'un, le juger sur son physique, c'est quelque chose d'assez faux au fond. C'est qu'un habit. Faut pas oublier que le physique n'est qu'un habit. L'intérieur de l'individu est souvent ce qu'il y a le plus beau. Donc, il suffit de pouvoir le voir, comme vous le disiez tout à l'heure, ne serait-ce qu'à travers le charme. Là, on est beaucoup plus proche de l'intériorité de l'individu. Oui, parce que le charme, c'est vraiment ce qui se dégage de l'intérieur. C'est la beauté intérieure qui diffuse à l'extérieur. Donc, bien évidemment, on est dans des critères qui sont pas du tout objectifs, mais c'est la subjectivité de la personne qui transparaît. Oui, sans doute que quelqu'un qui est plutôt dur et qui est plutôt va avoir un physique qui va transpirer ça de toute façon. Bon. Oui. Philippe, vous êtes là, oui, vous nous avez. Oui, je suis là, je vous écoute, et comme je suis complètement ok avec ce que vous dites, je dirais en tant qu'homme, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Bien. Bon, écoutez, rien, parfait. Merci d'avoir témoigné, Philippe. En tout cas. On continue bien sûr. Si vous avez des complexes et que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Hélène Vecchiali, qui est autrice de Bienvenue en thérapie aux éditions Larousse. Vous racontez différentes séances justement avec des patients. Et on évoque les complexes, on évoque l'image de soi. Et je crois, Muriel, que vous avez passé beaucoup d'années à être complexée. Bonjour. Oui, bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Bonjour Muriel.
Oui, alors déjà moi, au niveau de l'adolescence, j'ai subi une agression et du coup mon corps, c'était compliqué. Je portais beaucoup de col roulé, je ne m'aimais pas. C'était après, c'est après l'agression que vous aimiez pas? Oui. Oui. Alors j'étais déjà un garçon manqué. Hein. Vous aviez quel âge déjà à ce moment-là? 12-13 ans. Ah oui, c'est jeune. Très jeune. Ouais. Donc du coup mon corps envoyait quelque chose de sexué, quelque chose d'attirant. Enfin, je pensais que c'était moi qui renvoyais ça. Hein. Du coup très compliqué. Par la suite j'ai eu des problèmes d'hirsutisme qui n'ont pas arrangé les choses. Du coup mon corps, encore une fois, il renvoyait pas une belle image. Hein. Bien sûr. Voilà. Et j'ai quand même rencontré des garçons. Alors, à la différence de ma sœur qui avait un succès fou, j'en souffrais. Oui, oui, parce qu'il y a une comparaison immédiate là. Pourquoi elle et pas moi? Et votre sœur, elle a quel âge par rapport à vous? On a 2 ans de différence. Elle est plus jeune? Plus âgée. Plus âgée. D'accord. Voilà. Par la suite. Mais comment vous expliquez qu'elle avait plus de succès? Parce qu'elle se sentait mieux dans sa peau? Qu'est-ce qui fait qu'elle avait plus de succès objectivement? Oui, alors déjà, elle avait de beaux yeux, elle renvoyait quelque chose de solaire, alors que moi j'étais beaucoup plus effacée, plus éteinte, de par mon histoire. Bien sûr. Voilà, donc forcément, je pense que les garçons venaient pas trop vers moi. Oui, et puis ça a augmenté vos complexes parce que vous la voyez elle solaire et puis vous êtes dans l'ombre, ça aggrave oui. C'est ça, c'est ça. Et par la suite, j'ai rencontré mon mari. Ça fait plus de 25 ans que nous sommes ensemble. Et c'est vrai que il me disait que non, il m'aimait comme j'étais, mais ça a été compliqué. Ça a été quand même compliqué. Je reconnais que je renvoyais une image de moi qui n'était pas tellement celle que je voulais. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'âge, j'assume. Ah, c'est drôle parce que vous dites j'assume, vous n'avez pas dit j'accepte, vous n'avez pas dit je me trouve bien, j'assume. J'assume parce qu'il y a l'âge en plus, le fait d'avoir eu des enfants aussi, le corps change. Hein. Et je me dis, écoute, tu es comme ça, entretiens ton corps, nourris-le autrement, de sport, voilà. Donc aujourd'hui, c'est peut-être plus assumé, hein, oui. Mais est-ce que vous aimez votre corps aujourd'hui? Un peu plus qu'avant. Pas complètement quand même. Sur une échelle de 0 à 10, 0 je l'aime pas du tout et 10 je le trouve merveilleux. Allez, 6, 7. C'est pas mal déjà. Oui. Ah oui, c'est bien. Ouais. Et votre mari, il vous donne quelle note sur 10? 15. Ah, bonne question. Écoutez, dès ce soir, je lui pose. Vous lui posez la question. Oui, absolument. J'espère qu'on ne sera pas à l'origine d'un divorce. Écoutez, il m'a supporté pendant plus de 25 ans. Je pense que il est au-delà de ça. Oui. Non, mais à mon avis, il va vous donner une bonne note. Allez, le pari. Voilà mon histoire. Et alors cette histoire de poils, vous en êtes sorti comment? Parce que ça doit être assez terrible quand même. Ouais. Alors j'ai eu un traitement, malheureusement je vais pas nommer le traitement, qui aujourd'hui suscite pas mal de controverses au niveau des effets rebonds. Hein. Ah oui. Voilà. J'ai eu un traitement qui devait être d'une durée de 3 ans maximum, et en fait je l'ai eu plus de 12 ans. Oui. Alors il est vrai, à un moment donné, c'est vrai que je vais pas décrier, parce que ça a traité ce hirsutisme et j'en étais heureuse. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a des effets rebonds avec des méningiums. Donc voilà, bénéfice-risque. Mais bien sûr. Écoutez, bravo, parce que vous prenez les choses bien, malgré tout, et ça fait du bien de voir qu'on peut, avec le temps, se mettre en paix avec son image. Oui. Merci beaucoup, Muriel. On va continuer avec Victoire. Bonjour Victoire. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Victoire.
Oui, je voulais témoigner concernant le fait de s'accepter, voilà, comment on réagit par rapport à l'évolution de notre corps, parce que moi j'ai toujours été complexée, je voulais être mince, j'aurais aimé être mince et longue comme Céline Dion, vous voyez. Et bon, c'était pas tout à fait. C'est marrant parce que vous comparez Céline Dion, qui est pas un canon de beauté, autant on peut admirer. Je parle du corps, voilà. Oui, mais c'est drôle. Oui. Autant on peut admirer sa voix, mais. Moi je trouve ce style de corps très beau, longiligne comme ça, voilà. Et après, je suis arrivée quand même à être mince comme je voulais, en faisant beaucoup de sacrifices, qui presque amenaient à une dépression. J'ai compris à un moment que quand je mangeais pas, que j'étais triste. Je croyais que c'était parce que j'étais triste, mais en fait j'ai compris que c'était mon cerveau. C'est triste de pas manger. Ouais, mais ça, les gens ils ne le savaient pas. Moi je le savais pas. Je me suis privée. Bon, j'étais voilà. Pour moi, la minceur, la beauté, c'est important. Mais oui, mais ce qui est important, et merci d'évoquer le poids, Victoire. Ce qui est important, c'est d'être à peu près en bon lien avec le corps qu'on a, parce qu'il y a des femmes qui sont très minces, il y a des femmes qui sont plutôt rondes. Si on est ronde, vouloir être mince, c'est une torture. Ah oui, et puis surtout, c'est une histoire de mode, hein, parce que regardez, il y a 50 ans ou plus, les femmes qui étaient appréciées, c'était les femmes pulpeuses et rondes. Hein. Regardez les tableaux de l'époque. Donc, on voit bien que c'est une histoire de mode et que dans l'inconscient collectif, on suit cette mode sans se rendre compte qu'en fait, les critères changent au fil des saisons, j'allais dire, et nous, on suit ça, et c'est compliqué, parce que vous dites, Céline Dion, elle est mince, donc être mince, c'est être beau. Et bien sûr, on entend bien ce que vous dites, hein. Sauf que si tout d'un coup, il y avait une mode vraiment avec une grande déferlante nous disant que les femmes belles sont des femmes grosses, on serait toutes en train de manger du chocolat et des madeleines et de se bourrer d'ice cream toute la journée en se disant mince, je suis pas assez grosse. Donc c'est ça où mince, je suis pas assez grosse. Bravo Hélène. Donc c'est là où on voit qu'on est ballotté par quelque chose d'extérieur qui, à notre insu, a infusé et fait qu'on s'impose des choses qu'on ne devrait pas s'imposer, quoi. Mais je suis la première à le faire, hein, je vous rassure. Eh oui, on est obligé. D'ailleurs, je reviens sur le fait, vous avez parlé de la cellulite, mais la cellulite, c'est pas beau. Vous voyez bien sur les tableaux, il y en a jamais. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Regardez les tableaux de Raphaël, etc., des peintres italiens. Bien sûr que la cellulite était indiquée. Bien sûr. Et des sculptures avec la cellulite, il y en a plein. Et puis vous avez des femmes qui sont rondes et qui n'en ont pas. Et puis vous avez des voilà. Non mais ça, je suis d'accord avec Victoire. Il y a des femmes qui n'ont pas de cellulite. C'est pas. Oui, mais c'est l'exception. Donc et c'est un critère je le répète, un caractère sexuel secondaire féminin. Donc lutter contre quelque chose qui est purement génétique et enfin c'est aberrant, mais on le fait. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour moi, la beauté est un critère important. Voilà, je ne pourrais pas être avec quelqu'un de beau et pas beau et intelligent, et voilà, je préfère quelqu'un de moins intelligent mais beau. D'accord. Mais ça c'est votre droit le plus strict, et je crois que, encore une fois, en ce qui concerne le désir, hein, puisque là on va parler de désir, on a des critères qui font qu'on a du désir ou pas, et il y a rien à faire, on n'y peut rien. J'allais dire, c'est pratiquement inconscient, les critères qui font qu'on va désirer tel homme ou telle femme. Donc il y a pas à juger, c'est comme ça. Et si pour vous, d'abord, c'est quelqu'un de beau qui vous fait vibrer, c'est comme ça, hein. Eh oui. Et aussi, ce que je voulais vous dire par rapport à l'âge, puisque il me semble qu'on se sent mieux dans sa peau, on s'accepte mieux
en vieillissant. Voilà. Ça dépend en plus. En général, oui, mais il y a quand même des femmes pour qui le fait de vieillir est vraiment une torture. Il y a des femmes qui vont aller recourir à la chirurgie esthétique sans arrêt, qui vont vraiment faire comme si elles avaient encore 30 ans. Alors c'est vrai que personne n'est dupe, mais elles sont dans cette sorte de course du jeunisme ridicule. Mais moi j'ai fait appel à la chirurgie esthétique pour me sentir mieux, et je continue à faire des injections pour moi. Et après, chaque fois que je me dis, mais pourquoi tu fais ça, que tu souffres? Accepte-toi. Un peu de chirurgie esthétique, faut pas être contre non plus. Il faut vivre. Oui. Ça existe, il y a des choses qui marchent très bien. Ça, c'est plus des actions esthétiques que de la chirurgie esthétique, les piqûres. L'acide hyaluronique ou Botox, c'est plus. On peut pas appeler ça de la chirurgie esthétique. Je crois que Brigitte voulait parler des liftings, la répétition, où les femmes sont des interventions chirurgicales lourdes. Et là, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de femmes âgées qui le font, quitte à se ressembler tout après. À des momies. Des momies, à plus pouvoir avoir d'expression du visage. Voilà. Oui, c'est de ça dont je parlais. C'est une autre histoire, effectivement, oui. Vous voyez, c'est aller courir contre quelque chose où on est sûr de perdre. On peut pas courir contre le temps. Hein. Alors on a de la chance que maintenant ça se soit démocratisé, que beaucoup de personnes ont accès aux injections. Avant c'était vraiment les stars qui pouvaient faire ce genre de choses. On pensait pas pouvoir y avoir accès. Et maintenant ça nous permet de nous sentir mieux, parce que la femme, elle doit toujours faire attention par rapport à l'homme. On doit toujours bien se présenter. Oui, vous savez, il y a de plus en plus d'hommes qui font appel à la chirurgie, à la médecine esthétique, on va dire. Oui. Maintenant, comme c'est ouvert à tout le monde, les garçons, les femmes, mais ça nous permet de nous sentir mieux. Ça, c'est quelque chose qui est bien pour se sentir en adéquation avec soi-même. Vous voyez, les hommes qui sont chauves, qui se font implanter, c'est des souffrances qu'on enlève. Bien sûr. Et pour la... Et c'est le seul problème, si vous voulez, je crois que on est avec une psychanalyste. Le seul problème, c'est de ne pas courir après quelque chose qu'on ne pourra pas rattraper. C'est-à-dire que, par exemple, on n'aime pas son nez, on va se faire opérer du nez, c'est très bien. Mais si on a vraiment beaucoup de complexes, après on va faire encore autre chose et on s'en sortira pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est bien aussi de se poser la question de comment on se ressent à l'intérieur de soi. Oui, c'est vraiment important de connaître les raisons qui nous poussent à de la médecine esthétique. Est-ce qu'on attend tout de ça pour se réparer intérieurement? Là, bien évidemment, on fait fausse route. Ou est-ce qu'on va bien, mais on se rend compte qu'il y a 2 petites bricoles qu'on pourrait améliorer, et là, effectivement, tout va pour le mieux. Mais attendre tout de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui est néfaste, parce que la priorité, c'est comment intérieurement on avance, quoi. Ouais, bon, alors pour s'accepter. Je vais bien. Voilà. Je vais bien, je fais quelques petites retouches, voilà, pour être présentable. Je trouve que... Mais bien sûr, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, je vais faire une comparaison que tout le monde va pouvoir comprendre. C'est un petit peu comme la manière de s'habiller. On peut s'habiller correctement et s'habiller en fonction de ce qu'on a envie de transmettre comme image. C'est très bien, mais c'est pas la peine de partir dans un habillement complètement compliqué tout le temps, tous les jours, etc. Comme c'est pas bien non plus de se foutre en survêtement sans arrêt, quoi. Je veux dire, c'est juste respecter son physique, voilà. Oui. Et à ce propos, j'avais vu un film que Charlotte Gainsbourg avait fait sur sa mère, ça s'appelait Jane par Charlotte, et Jane Birkin disait qu'à un moment elle se reconnaissait plus. Pourtant je trouvais qu'elle avait bien vieilli, qu'on la reconnaissait bien, et elle trouvait que elle se touchait le visage pour elle se dire c'est bien moi.
Et ça m'avait étonnée parce que je trouvais que, bon, après c'est l'image qu'elle avait d'elle. Mais oui. C'est bizarre. Oui, c'est vrai que nous, les femmes en particulier, on se questionne quelquefois sur notre ressemblance avec notre propre mère et sur la façon dont notre mère a vieilli et la façon dont nous on vieillit. Et c'est quelque chose à travailler quand on s'en inquiète parce que il y a une différenciation à faire. Ou une reconnaissance à avoir. Enfin, il y a quelque chose de singulier dans l'image qu'on a de nous-mêmes et l'image qu'on a de notre mère. On continue à évoquer notre image avec Hélène Vecchiali tout de suite après les infos. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur ou ajouter un commentaire ou même poser une question, le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons dans cette deuxième heure à parler de son image, de son physique, avec Hélène Vecchiali, qui est avec nous, psychanalyste et autrice de ce livre « Bienvenue en thérapie » aux éditions Larousse. C'est votre dernier livre. Justement, cette émission, ce sujet, j'en ai eu l'idée grâce à ces deux livres que je vous repropose aux éditions Erol, tous les deux. Photographie thérapeutique de Élodie Sueur-Monsenard. Donc, c'est un livre qui explique en quoi la photo peut nous aider à être mieux avec notre image. Et puis il y a ce livre de Philippe Bricard, toujours aux éditions Erol, Les secrets de la photo de nu. Et c'est un très beau livre qui explique comment faire de jolies photos de nu artistiques, hein, mais vraiment, je crois qu'on peut avoir des bonnes pistes pour réussir de bien photographier. Alors c'est surtout des corps de femmes, hein. Alors c'est vrai qu'on photographie plutôt les femmes nues. Je sais pas, peut-être que les féministes vont trouver que c'est pas bien, qu'il faut aussi photographier les hommes nus, mais bon, ça existe aussi, hein. Il y a le calendrier des pompiers où on a des hommes nus tous les ans. Alors, on est avec Céline maintenant. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Céline. Oui, effectivement, moi j'ai aussi un problème avec mon corps. Il y aurait pu, mais en fait. Ah, c'est fort ce que vous dites. Oui, mais c'est fort et c'est vrai. J'ai du mal à me regarder dans une glace. J'ai du mal à m'insérer dans la société. Et même avec mon compagnon, j'ai du mal à me montrer en fait nu. Alors, oui, c'est votre corps, hein, c'est pas votre visage. Mon corps. Oui, c'est pas la même chose déjà. Non, hein. non. Oui. Et c'est pourquoi vous êtes en surpoids, vous êtes. J'ai un peu de surpoiz. Un peu, donc ça, c'est pas beaucoup, oui. Un peu. Oui, mais bon, je focalise quand même, enfin un peu. Moi, je pense que je suis beaucoup en surpoids. Mon compagnon me dit que non. Moi, j'ai même tendance à vouloir à me dire qu'il va pas m'aimer parce qu'il aime pas mon corps. Enfin, voilà. Il est avec vous depuis combien de temps? Il va reprendre maintenant 2 mois, lui. 2 mois, oui, d'accord. Donc ça, on peut comprendre que vous ayez encore un petit peu des doutes. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous aimez pas? Est-ce que c'est depuis que vous êtes petite ou c'est récent? Non, c'est depuis que je suis petite. Et est-ce que dans votre famille, on vous disait quelque chose sur votre corps? Oui, qu'est-ce qu'on vous disait? Que j'étais pas bien, que j'étais pas belle. Au collège, j'étais brimée. On m'appelait même Ragout Toutou pour dire quoi. Oui. Et c'est votre père ou votre mère, ou les deux, qui disaient que vous n'étiez pas belle? C'était bien un peu les deux. Oui. Vous aviez des frères et sœurs? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on disait de vos frères et sœurs? Rien. Donc vous étiez le vilain petit canard, c'est ça? Oui. Vous avez l'impression que vous étiez la pièce rapportée dans la famille et qui était de toute façon pas belle, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, mais ça, c'est une croyance qui remonte à votre enfance, Céline. Oui, c'est peut-être pas encore. C'est peut-être pas la vérité. Une croyance, on peut lui tordre le cou à un moment donné. Alors moi, je vais vous poser une question. Vous mesurez combien?
Je vous dirai pas mon poids, c'est sûr, mais je mesure 1m63. Bon, et donc, normalement, 1m63, on va dire, allez, jusqu'à 60 kilos, on considère que c'est à peu près, ça va. Donc Non, ne vous en faites pas, je suis plus lourde. Oui, ça, je m'en doutais bien que vous alliez me dire que vous étiez plus lourde. Non, c'est vrai, je suis vraiment plus lourde. Est-ce que vous avez l'impression que si vous aviez le poids de vos rêves, là, vous vous accepteriez, vous vous trouveriez belle ? Oui, mieux, je pense, oui. Mieux, mais pas complètement ? Je sais pas, je peux pas vous dire, mais d'accord. Je pense mieux. Mieux. Donc vous pensez que c'est uniquement le poids, le surpoids qui vous fait vous sentir pas belle ? Alors, oui, d'accord. Mais ça a des influences parce que je vois mon compagnon, il me dit que je dégoûte pas. Moi, j'ai l'impression que je dégoûte. Ça va vraiment à ce point-là, quoi. Oui, et alors, vous avez ce surpoids depuis combien de temps ? J'avais un peu eu, après je l'avais plus. Mais bon. Et alors, il vient de quoi ce surpoids à votre avis ? Est-ce que vous mangez 3 choucroutes par jour ? J'ai boulimique et anorexique. D'accord. Donc je vais vomir. D'accord. Donc on voit bien derrière ce surpoids, Céline, que c'est un mal-être, qu'il n'est que le symptôme de quelque chose de plus profond. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller travailler ce qui est plus profond ? Parce que faire un régime, vous venez de le dire, vous en avez fait, vous perdez, vous reprenez. Donc de toute façon, c'est pas ça le problème. Oui. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous faire aider pour éliminer ce mal-être qui vous ronge ? Je me fais déjà aider, mais ça marche pas. Mais est-ce que vous avez envie que ça marche ? Ah bien sûr, oui. Et quelle est la sorte d'aide que vous avez choisie ? J'ai choisi, j'ai fait de la psychologue, EMS. Si, c'est ça. La technique avec la lumière dans les yeux. L'hypnose. Oui, est-ce que d'avoir une réflexion sur ce qui est inconscient peut-être vous aiderait plus. Ce que je veux dire par là, c'est que des techniques comportementales qui peuvent être efficaces, sans doute dans votre cas, puisque vous nous parlez de ça remonte à l'enfance, il faut peut-être aller creuser ailleurs et voir peut-être si une psychanalyse serait pas plus appropriée. Parce que, au fond, Céline, vous savez un petit peu pourquoi ça va pas bien. Vous savez bien que c'est parce qu'on vous a dit que vous étiez pas belle quand vous étiez petite et que quelque part, il y a cet enfant intérieur qui vous dit, de toute façon, t'es pas belle, tu seras jamais belle, et puis voilà, c'est un peu ça qui se passe en vous. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui, un peu, peut-être. Bon, donc c'est ça qu'il faut aller casser. Oui, mais bon, je suis pas belle. J'aime pas les photos, on va dire. Je peux pas voir les photos de moi même. Mais même de mon visage, par contre. Les photos aussi de mon visage. Oui. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce que vous pensez de vous est guidé, est téléguidé par ce qui se passe depuis que vous êtes né. C'est-à-dire que objectivement, vous n'arrivez pas à savoir si vous êtes belle ou pas. Et vous avez dit quelque chose de très très fort en début d'interview. Vous avez dit que ça vous répugnait. Je veux dire, c'est énorme de pouvoir dire ça de soi. Et par conséquent, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous avez cette répulsion vis-à-vis de vous et comment en guérir, parce qu'on en guérit. Est-ce que vous acceptez qu'on puisse en guérir ? J'ai du mal à y croire, mais oui. Mais vous acceptez. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi se dire, est-ce que vous avez envie d'en guérir ? Ah oui, j'aurais envie d'en guérir, mais je suis pas sûre que... Alors, si on vous dit qu'on peut en guérir, vous nous croyez ou pas ? Oui. Alors, donc il vous reste plus qu'à... En revanche, il faut choisir la bonne thérapie et accepter d'aller creuser. C'est-à-dire que toutes les thérapies qui vont être, je le répète, comportementales, sur tout ce qui est conscient, ça va sans doute être difficile pour vous. En revanche, il faut aller creuser sur des choses inconscientes
pour arriver à craquer cette histoire-là, quoi. Et le problème que ça va poser, Céline, c'est peut-être pour ça que pour l'instant vous l'avez pas fait, c'est que ça va faire mal à un moment donné, parce que vous allez découvrir une souffrance qui, pour l'instant, elle est un petit peu sous tous vos kilos. Eh ben non, parce qu'en fait, c'est déjà fait. J'ai découvert mes souffrances. C'est ça le problème. Non, si vous les aviez découvertes et si vous aviez travaillé, ça serait fini cette histoire. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Oui, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que il y a deux sortes de thérapies. Des thérapies sur le conscient, c'est-à-dire vous arrivez à repérer vos souffrances, vous arrivez à dire c'est mon père et ma mère qui ont trouvé que j'étais pas bien. Ça c'est fait. En revanche, ce qui est inconscient, c'est par définition tout ce que vous ignorez de ce qui s'est passé à ce moment-là, de ce qui est arrivé, de l'impact que ça a eu sur vous, de qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette anorexie-boulimie, qu'est-ce qui fait que vous ne croyez pas votre compagnon quand il vous dit qu'il vous trouve bien, et qu'est-ce qui fait que vous avez une image de vous-même dont vous dites qu'elle vous répugne. Ah oui. Ça ne pourra pas passer avec des réflexions et sur le conscient. Il faut aller creuser sur quels sont les rêves que vous faites, quelles sont les choses profondes que vous ignorez complètement. Voilà, c'est dans tout ce que vous ignorez que vous allez trouver la solution. Et Brigitte a raison, ça va être douloureux, sauf que si vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin, eh bien, vous le vivrez bien. Je vais prendre une métaphore. Si vous êtes très 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 malade, et puis qu'on vous donne des médicaments qui sont horriblement mauvais, mais dont vous êtes sûr qu'ils vont vous guérir, vous allez prendre vos médicaments mauvais et vous allez continuer. Mais ça va demander un effort, mais ça en vaut la peine, parce que là, vous êtes vraiment, vous souffrez vraiment dans votre mal-être, donc il faut faire quelque chose. Promis ? Merci Céline, en tout cas. Merci on Céline. fait une petite pause et on va retrouver Christian dans un instant. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous et nous parlons du corps ou du visage d'ailleurs, parce que les complexes, ils sont parfois sur le visage, parfois sur le corps. Sur le corps, c'est souvent des questions de surpoids d'ailleurs, j'ai remarqué. Oui. Comme vient de le témoigner Céline. Et maintenant, c'est Christian qui est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Christian. Ravi de participer à cette conversation. Eh bien, on vous écoute. Donc, est-ce que vous trouvez bien, justement, Christian, vous ? Alors, moi, je me trouve bien. Même si petit, je me souviens bien que ma sœur, elle m'appelait le gros. Alors que j'étais pas si gros que ça. Ouais. Oui, non, mais je revois mes photos quand j'étais petit. Je suis d'accord, j'étais un petit peu joufflu, mais je trouve que j'étais beau. Et puis, c'était pas sympa. C'était pas sympa quand même de vous appeler. Elle était l'aînée ou c'était vous? Ah non, moi je suis le plus petit, je suis le dernier. Voilà. Ouais. Et je suis devenu le plus grand et l'inverse s'est passé parce que maintenant, je peux pas dire que ça. Elle avait quel âge quand vous venez au monde? Elle avait 14 mois. Ah oui, donc elle a du mal vivre le fait que vous arriviez, elle s'est vengée en vous appelant le gros. Parce que j'étais le chouchou. C'est surtout que vous étiez le chouchou, parce que 14 mois, c'est un peu frais pour être jaloux. Eh ben oui. En revanche, quand elle a été plus grande et qu'elle a vu que vous étiez le chouchou, là, ça a dû être de la belle jalousie, là. Elle s'est vengée. Oui, mais moi j'ai toujours essayé de prouver que je méritais d'être le chouchou. Mais après, c'est une histoire. Après, pour parler du corps, moi, à 16-17 ans, j'étais plutôt gringalet. Et dans l'armée, j'ai acheté des haltères, je me suis occupé de mon corps. J'étais sportif, je le suis devenu de plus en plus. Oui, mais quand vous arrivez donc au service militaire, vous êtes un peu plus mince, un peu plus fin, et vous avez. Je suis fin, j'étais pas gros du tout. D'accord, donc déjà vous aviez réglé ce problème-là. Et est-ce que vous avez eu envie justement d'être plus musclé parce que vous avez vu des hommes musclés ou c'est parce que de toute façon.
j'avais envie, je suis tombé sur un bouquin, on parlait de sculpture humaine, et puis j'ai accroché tout de suite, et j'ai suivi le bouquin. Alors je fais des haltères, mais sans le suivre jusqu'au bout. J'ai jamais eu la tablette de chocolat. J'ai toujours eu un petit bidon, mais pas un gros ventre, quoi. Parce que ça, j'ai horreur de ça. J'ai toujours dit à mon ex, si un jour j'ai un gros ventre, que je peux plus, comme on dit, aller pisser sans l'avoir, c'est horrible, quoi. Parce qu'il y en a, malheureusement, mais c'est ça, hein, quoi. Ah oui, et puis généralement, quand un homme a un peu trop de surpoids au niveau du ventre, il perd 1 ou 2 centimètres, hein. Faut pas. Ah oui. Donc, ça rentre un peu dans la graisse et puis on perd 1 ou 2 centimètres. Hein, voilà. Donc j'ai horreur de ça. Je m'entretiens. Là, j'ai écouté votre première heure en allant promener mon chien, donc j'ai fait 1 heure de marche avec mon chien. Donc je fais du sport tous les jours. Enfin, je marche tous les jours. Je fais du vélo. Je m'occupe de moi. Quand je me lève le matin, je me regarde dans la glace. Je me dis bonjour. Et je me dis que je suis beau. C'est sympa. Bon, c'est peut-être parfois. C'est sympa ça de se regarder le matin dans la glace et de se dire bonjour. Ça prouve que vous vous aimez bien. Et est-ce que votre corps ressemble maintenant aux sculptures que vous aviez vues sur les photos ? Non, pas du tout. Mais j'ai les jambes musclées, j'ai des bons pectoraux, j'ai encore un peu de bras malgré l'âge, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que on me dit souvent je fais pas mon âge. Et par exemple, j'ai une nouvelle copine qui est venue à la chorale. Et j'ai été obligé de lui montrer ma pièce d'identité pour lui montrer que j'arrive dans ma 70e année, j'y suis d'ailleurs, et elle me croyait pas, elle me dit c'est pas possible. Bon, elle vous flattait, Christian. Non, mais vous savez ce que dit mon fils? Et mon fils me dit, de toute façon, tes parents, donc mes grands-parents se sont trompés dans ta date de naissance. T'es pas né en 55, mais en 65. Non, malheureusement, non. Malheureusement, mais c'est mignon parce que vous en tirez un petit peu de fierté et c'est mignon comme tout. J'en tire la fierté, c'est sûr. Oui, mais vous avez raison, c'est bien. Et quand je vois des personnalités, je les regarde, je dis, mais c'est pas possible, il paraît plus âgé que moi, alors je regarde tout de suite. Alors vous savez, Christian, moi j'ai une formule, je sais pas si vous êtes d'accord, Hélène, vous me direz, j'ai une formule, je dis, à partir de 60 ans, soit on fait plus vieux, soit on fait plus jeune, on fait rarement son âge. Oui, c'est ça, oui. Mais il y en a qui font beaucoup plus vieux que moi et ils sont plus jeunes que moi. Vous êtes d'accord, Hélène, avec ça? Oui, exactement. Ce qui sera intéressant aussi, Christian, c'est de savoir quel regard vous portez sur le corps des femmes. Alors là, oui, je pense que je veux pas dire que c'est compliqué, mais bon, les femmes, si elles sont rondes, mais moi, j'aime pas trop, quoi. Au-dessus du surpoids, bon, je veux pas dire que je suis grossophobe, mais c'est limite, quoi. Hein. Non, mais dites les choses, parlez vrai. On est sur Sud Radio. Non, écoutez, mais attendez, on a le droit de pas aimer les grosses, on a le droit de pas aimer les. J'aime pas les grosses. Est-ce que parce que ma mère était grosse, je sais pas. Donc. Là, il faudra en parler à votre psy là. Oui, peut-être. Peut-être. Mais bon, voilà. Donc, et parfois, je dis, j'ai des copines, elles ont des très beaux visages, mais malheureusement, elles sont des rondeurs extraordinaires. Je dis, mais c'est pas possible. Et on voit actuellement, bon, j'ai vu la mode chez les jeunes, eh bien, c'est d'avoir des grosses poitrines et un gros derrière. Mais à 20 ans, mais qu'est-ce que ça va être dans 40 ans? Elles vont être horribles, ces filles. Je ne sais pas. Oui. Et puis après, il y a la morphologie qu'on a, et puis après il y a le surpoids qu'on prend parce qu'on fait pas attention. Encore que il y a des gens qui sont gros et qui malheureusement n'y peuvent rien. Hein. C'est des questions hormonales. Non, absolument, bien sûr. Là-dessus, voilà. Mais j'ai des copines, on est très très copains-copines, et elles ont du surpoids, mais bon, moi je leur dis jamais. Dis donc, qu'est-ce que t'es grosse? Ça jamais, j'oserais jamais leur dire. Non. Mais en dehors du poids, les femmes qui sont ni obèses ni très maigres,
quand vous les voyez, est-ce que pour vous, la beauté, c'est important ou parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu l'émission, mais oui, j'ai écouté. Ce dont on parlait, c'était que pour les femmes, leur physique était très important pour elles en fonction du regard des hommes. Donc là, on a un homme. Quel regard vous portez sur les femmes en dehors des écarts de poids énormes? Quel regard vous portez sur le corps et le visage des femmes? J'aime bien regarder les femmes qui ont de l'allure, qui aiment montrer leurs jambes, parce que je trouve que les jambes d'une femme, quand elles sont belles, ça donne tout de suite un ensemble de beauté. Après, le visage, je suis pas trop pour la mode des cheveux courts. J'aime bien une femme qui entretient ses cheveux, qui a les cheveux longs. Alors c'est peut-être parce que je suis chauve, hein, mais moi j'ai pas de complexe à être chauve. Donc mais en tout cas, c'est pas vous c'est pas vous, c'est pas Christian qui va rassurer les femmes sur leur physique. Hein. On voit bien que vous êtes relativement exigeant, mais en même temps vous êtes exigeant avec vous-même, donc on peut pas vous le critiquer puisque vous êtes exigeant aussi avec votre physique. Donc c'est logique. Voilà, moi j'ai pas de problème avec les gens qui sont exigeants sur les autres quand ils sont exigeants avec eux-mêmes. Ce qui me gêne beaucoup, c'est les hommes qui se laissent complètement aller et qui sont là à critiquer les femmes qui sont un petit peu plus rondes. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, le Sexo Conseil, pardon. Je vais parler des fellations plus longues. Avec Philippe Arlin, demain nous évoquons les douleurs féminines pendant ou après les rapports. Vous souhaitez témoigner, notre standard vous attend. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Jean-Jacques Bourdin. Rendez-vous demain, 7h, pour le Grand Matin Sud Radio. Je poserai toutes les questions d'actualité à mes invités, même celles qui dérangent, évidemment. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Sexo Conseil. Alors Hélène Vecchiali, on va parler de la fellation. C'est vrai que c'est un des reproches qu'expriment souvent les hommes, c'est que ça ne dure pas assez longtemps. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a souvent des crampes, hein, nous les femmes, dans les mâchoires, voire même dans le cou. Alors il y a quelques solutions et c'est le propos de ce Sexo Conseil. Déjà, il faut choisir une position confortable et il faut utiliser un peu plus ses mains. En fait, avec les mains, il faut utiliser la base de la verge. Comme ça, on peut effectuer par exemple des mouvements circulaires. C'est un tour de vis qui malgré tout est assez apprécié par les hommes et qui permet d'éviter un petit peu d'avoir des crampes. Et puis, il faut pas hésiter non plus à varier les plaisirs. Par exemple, en donnant des petits coups de jambes, des coups de langue, pardon, je sais pas pourquoi je parle de jambes tout d'un coup. Des coups de langue au niveau du prépuce ou sur le gland. Bref, on peut également utiliser un lubrifiant et à ce moment-là, on peut avec les mains donner la sensation de la fellation, ce qui permet de se reposer un petit peu. Certaines femmes savent très bien jouer avec les cheveux. Il faut avoir des cheveux longs pour faire plaisir à Christian. On peut utiliser évidemment aussi les seins quand on a un petit peu de poitrine. Voilà. Et puis, comme ça, d'abord, ce sera moins monotone pour vous, mesdames, et puis pour lui aussi, et il aura peut-être des surprises, parce que c'est souvent aussi ce qu'il faut provoquer lors d'une fellation, c'est un petit peu de surprise pour justement rendre les choses plus agréables. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu le problème, c'est que les hommes adorent les fellations, mais il faut qu'ils pensent aussi que de temps en temps, quand ça dure longtemps, c'est pas toujours un petit peu c'est bien, trop c'est le problème, voilà. Et puis, moi, je voudrais juste dire une chose, et j'en ai parlé à plusieurs femmes qui ont aussi eu l'occasion de faire des cunis. C'est moins monotone de faire un cuni que de faire une fellation. Donc, il faut que les hommes, ils entendent ça aussi. Voilà, c'est dit. Sophie, bonjour. Bonjour. Bonjour, Sophie. Bien, alors moi je voulais témoigner, puis je voulais aussi faire une petite mise en garde suite à mon expérience qui a duré toute une vie de complexes, je dirais assez injustifiés, mais qui m'ont bien pourri la vie. Et je voudrais surtout parler de ces mères et de ces tantes ou autres, ou cousines, ou femmes, ou hommes dans la famille. D'ailleurs, c'était le témoignage précédent également, qui vous traitent de gros, de moches, etc. Ah, vous voulez parler de la sororité, c'est ça ?
Enfin, la sororité, moi, en l'occurrence, c'était ma mère et ma tante, et surtout ma tante. Et en fait, la sœur de votre mère? Oui, la sœur de ma mère. Et j'étais une adolescente et une enfant assez vive. Je pense assez intelligente, assez drôle. D'ailleurs, je m'appelle pas ça aussi pour rien, mais et assez jolie, un peu ronde, mais pas du tout obèse. Non, les jolies rondeurs d'une femme. Oui, c'est ça. Pulpeuse. Et j'avais, à l'adolescence, j'ai eu une hypertrophie mammaire. Voilà, donc on m'a appelée toute mon enfance, enfin bon, je sais pas, à partir de 10 ans, parce que je me souviens pas bien quel âge, on m'a appelée la grosse, tout le temps. Bravo. Tout ça parce que vous aviez une forte poitrine. En fait. Tout le temps. Alors j'avais la chance parce que j'étais élevée dans une famille qui était quand même une famille d'un bon niveau. J'avais un oncle qui était un grand professeur de médecine, qui faisait de l'esthétique, qui était un des premiers à faire de l'esthétique, qui m'a opéré, qui a été le seul qui a apporté de la bienveillance sur moi, donc qui m'a opéré. Mais après j'ai vécu avec des cicatrices, donc ça m'a quand même bien pourri mes relations amoureuses. Heureusement, je m'en suis bien sortie professionnellement et intellectuellement. Mais moi, ça a été assez loin parce que en fait, j'ai refusé de me marier, j'ai refusé d'avoir des enfants. Enfin, j'étais dans vous voyez, j'étais plutôt dans l'aventure physique et sexuelle que dans l'engagement. L'engagement était très très difficile pour moi. Et je pense que c'est peut-être pas entièrement à cause de ça, mais c'est en partie à cause de ça. J'ai très mal vécu, très mal. Non, c'est intéressant ce que vous dites parce que, excusez-moi, mais j'ai envie de creuser un tout petit peu. Est-ce que c'est parce que ne vous trouvant pas suffisamment jolie, vous vous êtes dit de toute façon j'arriverai pas à garder un homme? Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous? Est-ce que c'est autre chose peut-être? Qu'est-ce que vous diriez sur ce Alors déjà, oui, j'arriverai pas à garder un homme. Et puis également, si j'ai des enfants, ça va me déformer mon corps. Il y avait aussi cette peur là, si vous voulez, de la déformation. Hein. Voilà. Et alors quand c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et pourtant, je l'ai souvent entendu de la part de femmes qui n'ont pas eu d'enfants parce qu'elles n'avaient pas envie ou peur d'être déformées par les grossesses ou la peur tout simplement de l'accouchement. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Est-ce que vous avez parlé de cicatrices en disant que vous aviez, enfin je vais dire mes mots et c'est pas ce que vous avez dit à mes honte de ces cicatrices. Est-ce que ça a été aussi important ? Alors ça a été important, mais finalement j'arrivais quand même à avoir des relations physiques très très épanouies. Et en fait, comme j'étais une très jolie fille, en fait, et puis que j'étais pas idiote, j'avais des super petits copains, mais vraiment. Mais si vous voulez, ça s'est jamais transformé en mariage, en vie commune, etc. Quoi. Et est-ce que vous avez regretté cette opération ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc j'ai réussi quand même à m'arranger avec mes cicatrices. Alors au début, dans les 20 premières années, je les cachais et puis après. Non mais c'est quelque chose qu'il faut dire. Autant une opération où on augmente le tour de poitrine, il n'y a pas de cicatrice. Une opération où on retire, il y a une cicatrice au niveau au niveau des bras. C'est pour simplifier. Donc c'est vrai que c'est donc peut-être visiblement vous le regrettez pas, mais après tout une très forte poitrine c'est pas un handicap. Et est-ce que en grandissant votre tante et votre mère ont continué à vous traiter de grosse ou est-ce que ça s'est calmé ?
Non, j'avais des très très bonnes relations avec ma mère. En fait, je me suis aperçue en grandissant et je m'en suis même rendu compte même récemment. Bon, maintenant j'ai 65 ans, mais vous savez, dans la vie, quand vous progressez, vous faites des débriefings avec les gens qui sont autour de vous, vos cousines, et en fait, avec ma cousine, on s'est rendu compte qu'il n'était pas la fille de ma tante, qui était une autre cousine. On s'est rendu compte que cette tante régissait toute la famille, était quelqu'un qu'on pourrait qualifier maintenant, qu'on qualifierait peut-être de pervers entre guillemets. J'emploie ces mots tout à fait entre guillemets, mais c'était quelqu'un d'extrêmement pervers et qui avait certainement une main mise sur ma maman qui était très gentille. Et voilà. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est je voudrais prévenir les mamans et les papas qui nous écoutent. Faites attention à ce que vous dites aux enfants. Quand on leur dit qu'ils sont trop gros ou qu'ils sont... parce que ça marque. C'est terrible. Moi, je me suis toujours vue grosse. Alors, je ne suis pas grosse. Je suis grande, pulpeuse. Vous voyez, je mesure 1m70, j'ai 65 ans, mais je pèse 75 kilos. Je suis très musclée. Je fais du sport tous les jours. Donc, je suis pas du tout ni obèse. J'ai pas de cellulite. Bon, j'ai peut-être 7-8 kilos de trop, mais je veux dire, ça, c'est dû à l'âge. Mais ce qui est affreux, c'est que je me suis toujours vue grosse, même quand j'étais mince, et que maintenant, quand je vois des photos de moi jeune, même à 40 ans, 50 ans, j'étais une belle nana, mais j'ai jamais j'ai jamais assumé ça, en fait. C'est triste parce que c'est vrai qu'on entend ce que vous dites là. À 40 ans, vous trouvez pas spécialement belle, alors qu'aujourd'hui, vous savez que vous étiez belle, mais vous n'en avez pas profité, quoi. C'est un peu bête, c'est du gâchis, quoi. Voilà, tout ça à cause d'une tante et puis d'une maman qui vous a pas protégé non plus. Vous avez complètement raison. C'est important que les gens comprennent que tous les adultes qui entourent les enfants, donc bien sûr le père, la mère, les oncles, les tantes, les grands-parents, aussi les cousins, cousines, enfin tous les adultes qui entourent un enfant, les enseignants, ont un impact énorme sur la façon dont ils qualifient les enfants. On sait le nombre d'enseignants qui ont pu dire à des enfants « mais t'es bête, t'arriveras à rien ». On sait le nombre de grands-parents qui ont pu dire « t'es laide comme ta mère » ou « t'es nul comme ton père ». Enfin, on sait tout ça et ça a un impact terrible sur les enfants parce que ce sont des adultes, donc forcément ils ont raison. Ah mais complètement, mais même sur les adolescents et voire même, alors vous parlez des enseignants, il se trouve que moi dans ma deuxième partie de carrière j'étais enseignante universitaire, j'ai fait des choses assez formidables d'insertion professionnelle, etc. Et je peux même vous dire sur des jeunes notre génération qui a 20 ans, là 20-25 ans, enfin moi j'avais des jeunes de 20-25 ans, des après-bac, et bien il fallait vraiment faire attention à ce qu'on disait parce qu'ils sont fragiles, ils sont extrêmement fragiles dans une société qui les a rendus probablement fragiles. Mais ils sont très fragiles et maintenant on dit tout et n'importe quoi. Il faut faire très attention à la parole parce que on se rend pas compte. Tout est dit. On est dans une époque où il y a beaucoup moins de pudeur, beaucoup moins de la parole est pas du tout la même. Vous savez, il y a 50 ans, on pouvait dire aussi des horreurs aux enfants. On les protégeait pas. Moi j'en ai entendu. Non, et dans une famille, tout à fait. C'est éventuellement les réseaux sociaux aujourd'hui qui peuvent être très très négatifs sur des personnes qui sont un peu complexées. Mais merci de ce message. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Hélène Vecchiali est avec nous et je rappelle que vous pouvez la retrouver dans différents livres. J'ai envie de reparler aussi de la tragédie des sauveurs. C'est un livre que vous avez écrit, qui est sorti aux éditions Marabout il y a un peu plus d'1 an, dans lequel vous expliquez cette fameuse tendance à vouloir sauver. Comme je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui se sentent sauveurs, sauveuses, ça peut vous aider à mieux comprendre. Ça s'appelle La tragédie des sauveurs. C'est aux éditions Marabout. Ça se trouve encore, évidemment. Nadine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Nadine. Merci de témoigner. Donc vous avez subi une rupture d'anévrisme, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Alors moi j'ai toujours été mince quand j'étais ado. Voilà, j'ai grossi au fil des années avec les grossesses et puis aussi parce que j'ai monté mon entreprise. J'ai toujours fait du sport. J'ai essayé d'aller voir des diététiciens, mais bon, je faisais pas vraiment, j'arrivais pas à maigrir. Et puis au mois d'octobre dernier, j'ai fait donc une rupture d'anévrisme. Alors depuis, je mange ce qui me plaît. Merci les chocolats Kinder, merci les petits apéros. Et depuis, bien sûr, évidemment, j'ai grossi à un tel point que aujourd'hui, je me dis, en fait, j'hésite entre me dire, tant pis, t'es comme t'es et reste grosse. Et me dire, il faut vraiment que tu maigrisses parce que la vie est précieuse et il faut faire des efforts pour la prolonger au maximum. Vous diriez que c'est objectivement vous êtes grosse ou est-ce que vous vous trouvez grosse ? Eh bien, c'est simple, je mesure 1m57 et j'atteins 79 kilos. Oui, donc vous êtes un petit peu en surpoids, ça c'est sûr. Mais vous avez donc décidé, non, je ne sais pas si on décide vraiment, mais vous vous êtes mis à vous faire plaisir, si je puis dire, après cette rupture d'anévrisme, comme si quelque part il y avait une forme de boulimie, de désir comme ça qui s'était enclenché, c'est ça ? Je dirais que la prise de poids, elle s'est vraiment accentuée après mon accident, oui. Oui. Mais qui peut-être peut se comprendre. Enfin, je veux dire, soyez un petit peu indulgente avec vous-même. On peut comprendre que après un choc comme ça, qui est quand même vous auriez pu mourir. On va pas se mentir. On mange la vie à oui, c'est une pulsion de vie, tout à fait. Oui. C'est exactement ça. Oui, on mange la vie. C'est très bien dit. Donc ça, il faut quand même avoir cette indulgence-là vis-à-vis de vous. Et puis ensuite, tout doucement, je pense que vous allez pouvoir retrouver, peut-être pas le poids d'avant, mais perdre quelques kilos, je pense, si vous êtes indulgente avec vous-même, parce que si vous êtes en lutte contre vous, ça marchera pas. Hein. Oui, il y a 2 choses qui font que j'ai envie de maigrir. C'est déjà une raison de santé parce que le cholestérol et tout ça augmente et de me dire faut faire attention. Et aussi, faut pas se le cacher pour plaire aux autres et à son compagnon. Vous avez un compagnon ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il en dit, lui ? Il me dit gentiment, tu devrais maigrir, ce serait bon pour toi. D'accord. Ce qui est peut-être une bonne chose, c'est que vous savez pourquoi vous avez grossi, les apéros, le chocolat, etc. Donc, déjà, on peut penser que si vous arrivez à, non pas arrêter ça, parce que ça serait vraiment pas une bonne idée, mais à diminuer un peu, déjà, ça peut vous aider, puisque vous savez ce qui vous a amené là. Est-ce que ça, c'est possible pour vous ? Je pense que je peux faire un effort dessus, oui. Et depuis le mois d'octobre, j'ai plus refait de sport. Donc déjà, reprendre le sport et arrêter un petit peu de manger n'importe quoi, je suis sûre que ça me ferait du bien. Oui. Voilà. Après, il faut pas vous fixer des objectifs inatteignables, comme dit Brigitte. Ne visez pas le poids que vous aviez avant, mais de diminuer tout doucement et de vous trouver confortable à le faire, quoi. Continuez à vous faire plaisir, parce que là, il s'agirait pas non plus maintenant d'entrer dans une espèce de pulsion de mort, à vous auto-flageller. Ça serait contre-productif et c'est pas le but recherché. Donc c'est compliqué, mais j'ai l'impression que vous êtes consciente de tout ce qui s'est passé et que de cette façon, vous allez pouvoir mieux réguler.
Vous savez, ça fait même pas 6 mois, hein, si je calcule rapidement ce qui vous est arrivé. Donc, il faut le temps de le digérer. Il y aura forcément un avant et un après, parce que c'est quand même pas. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc, soyez indulgente avec vous-même. Commencez tout doucement à faire quelques petites restrictions qui vous font plaisir et qui vous rendent fiers de vous. Voyez. Il faut ce que je trouve intéressant toujours quand on est dans l'envie de changer quelque chose dans son comportement, que ce soit un régime ou du sport ou même une attitude, c'est de voir quand on arrive à faire un petit effort et qu'on l'a fait, que ça marche, vérifier que si ça nous rapporte vraiment une bonne estime de nous-mêmes. Parce que si c'est ça, à ce moment-là, il faut pas hésiter à se féliciter et encore se féliciter et se dire c'est génial, j'y arrive. Et vous allez voir, ça fait un effet boule de neige. C'est-à-dire que là, ça renforce vraiment la capacité à faire les efforts. Vous voyez ce que je veux dire, Nadine ? Oui, j'écoute bien ce conseil et je vais essayer de le suivre attentivement. Oui, et puis c'est petit pas par petit pas. Tout petit pas. C'est-à-dire, même si vous avez un objectif énorme, ce qui n'est pas le cas, hein, eh bien, de toute façon, c'est petit pas, petit bout par petit bout, petit bout par petit bout. Et si je vous propose de manger un éléphant ou un steak haché, dans les 2 cas, vous mangerez petite bouchée par petite bouchée, quelle que soit l'énormité de ce que vous devez avaler. C'est vraiment la technique des petits pas qui est la meilleure et la plus efficace. C'est un gentil conseil. Voilà, mais enfin, dans ce que vous dites, je pense que vous êtes capable de suivre cette voie. Il n'y a pas de souci. Oui, puis vous avez bien compris le mécanisme, donc vous arriverez à faire un contre-mécanisme. J'espère. Oui, parce que ce qu'il faut quand même rappeler, Hélène Vecchiali, quand on traverse des moments difficiles, que ce soit une rupture sentimentale, que ce soit une maladie, que ce soit le chômage, que ce soit la perte d'un être cher, d'un ami, qu'on ait des compensations je sais pas moi, d'éventuellement qu'on se remette à fumer, qu'on se mette à manger, qu'on se mette à boire, c'est des survies, quoi. Il faut avoir cette indulgence avec soi-même. On peut pas être tout le temps au top. Oui. C'est vraiment des médicaments qu'on trouve qui sont sur notre chemin et qui sont pas forcément bons quand tout va bien, mais là il faut accepter de prendre toutes les solutions qui se présentent et qui nous aident, parce que c'est trop difficile sinon. Oui, on se fait un peu plaisir par des substances qui sont pas forcément ce qu'on a envie, mais qui quand même sur le moment. Et je crois que c'est parce qu'on va avoir la capacité à se dire je vais pas très bien en ce moment, j'ai le droit de manger un peu plus de chocolat, qu'on va pas se culpabiliser et qu'on va pas tomber dans l'addiction, parce que sinon, si on se culpabilise, on continue et puis là on tout à fait, on s'y perd, bien sûr. Donc voilà le conseil qu'on peut donner à tout le monde. Merci beaucoup en tout cas, Nadine. Merci Nadine. Merci. Je voulais dire à tous vos auditeurs de bien profiter de la vie, parce qu'elle est vraiment précieuse. Et ça, c'est vrai. Et elle est précieuse chaque instant. Et il faut toujours, il faut jamais, vous savez, on parle beaucoup des retraites en ce moment. Il faut pas se dire, tiens, quand je serai à la retraite, je ferai ça. Non, faites-le aujourd'hui, tout de suite. Oui. C'est important. Bon conseil. Voilà. Merci Nadine. Merci Nadine. Et puis, c'est aussi de s'accepter comme on est. Ça fait partie aussi des recettes du bonheur, ça. Profiter de chaque instant, oui. Puis profiter de ce qu'on est, parce que de toute façon, on a ce corps-là, on a ce visage-là. On n'a pas de plan B là. Et puis on doit faire avec, de toute façon. À fait. Et peut-être qu'il y a, il y a forcément toujours quelqu'un qui va nous trouver bien. Ça c'est sûr, heureusement. Mais oui, on est toujours une belle personne pour quelqu'un. C'est juste que si on ne se trouve pas bien, on n'envoie pas quelque chose de lumineux aux autres. Donc c'est normal que celui qui aurait pu nous trouver bien, il ne nous trouve pas bien. Voilà, parce qu'effectivement, le charme, ça commence par ce que nous, on renvoie de ce qu'on pense de nous-mêmes. Voilà, le charme, c'est quelque chose qui irradie et ça se travaille. Et vraiment, c'est pas une question de beauté, c'est vraiment une question de beauté intérieure qui transpire, quoi. Oui, exactement. Voilà. Exactement.
Alors, pour conclure, j'ai plusieurs choses à vous dire. Il y a les livres, évidemment, de Hélène Vecchiali, La tragédie des sauveurs aux éditions Marabout, Bienvenue en thérapie aux éditions Larousse. Et ces 2 livres qui ont servi pour l'émission. Photographie thérapeutique aux éditions Erol, qui a été donc coécrit. Où justement dans ce livre, c'est intéressant parce qu'elle montre des photos, une photo de quelqu'un et puis une autre photo de la même personne, beaucoup plus belle. Et c'est vraiment intéressant parce que on voit la différence, quoi. On voit qu'on peut vraiment sur une photo tout d'un coup se trouver très belle. Et je pense que si on la met à côté de son miroir et qu'on la regarde tous les jours, on va finir par y croire. L'autre livre, ça s'appelle Les secrets de la photo de nu. C'est aux éditions Erol également de Philippe Bricard. Voilà, c'est deux livres qui sont intéressants pour ceux qui auraient envie de s'essayer aux photos. Et puis tout de suite, vous allez retrouver Alexandre Delevan pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Philippe Arlin, sexothérapeute, et on va revenir sur un sujet qui est important parce que énormément de femmes ont des douleurs, notamment durant les rapports sexuels, ou en tout cas ont des douleurs au niveau des organes génitaux. C'est assez compliqué parce que les gynécologues sont visiblement pas très formés là-dessus, donc c'est pour ça qu'on va en reparler demain avec Philippe Arlin. Et si vous avez envie de poser des questions, de témoigner, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.